C'est parti. Parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinar pour Veto Network. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque j'ai la chance d'être accompagné par Nourdine Kolelat de Vétérinaire de toute urgence. Il se présentera un petit peu plus tard et il a la gentillesse de venir nous faire un témoignage sur justement des outils numériques qu'il utilise en hospitalisation et pour monitorer des animaux. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un webinar un peu ciblé par rapport au retour que j'ai pu vous faire aux études d'outils. Donc j'ai vu d'ailleurs que ça n'intéressait pas le même public, comme j'en parlais à Nourdine quand on préparait un petit peu avant. Bonjour Anne, avec plus de praticiens que d'habitude qui étaient inscrits. Alors je sais que c'est pas toujours facile d'être là le midi, aller consulter tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, le webinar sera disponible en replay sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Donc vous avez la possibilité d'accéder au replay. Je vais vous mettre des petites choses dans le chat comme d'habitude pour ceux qui connaissent tout ça. Donc alors je vais juste enlever la notification sonore quand vous mettez un petit mot, sinon ça va nous claquer dans les oreilles pendant tout le temps. Bonjour Claude, oui, c'est vrai que c'est l'équipe des moniteurs aujourd'hui. Donc, on va parler de ces outils de monitoring. Je vous ferai un tour d'horizon de différents outils. Alors, pour ceux qui sont vraiment les grands fans de ces webinars, vous n'allez pas découvrir de choses nouvelles. Salut Pierre. Le but, c'est voilà, de refaire un petit tour, de montrer un peu ce qui existe. Je vais volontairement pas parler de deux outils parce que ça va être le témoignage de Nourdine. Donc, je les ai pas mis dans mes slides, mais ce sont des outils vraiment très intéressants. Donc ensuite, témoignage des usages par Nourdine dans le cadre de son activité au sein de V2TU. Et puis, on se gardera du temps pour la session de questions-réponses. Donc, vous avez l'habitude, hein, ceux qui sont là pour ces webinars, vous marquez vos questions dans le chat et puis on les reprendra à la fin. On a toujours l'objectif d'avoir tout fini et de replier tout le matériel pour 13h30, ce qui permet de retourner tranquillement. Après, voilà, si Nourdine est disponible, moi je suis dispo plus tard et s'il y en a vraiment beaucoup qui ont des questions, on pourra prolonger un peu. Euh, je vais passer rapidement. Voilà, je suis Grégory Santaner, vétérinaire de formation et quelques autres activités, dont Veto Network, qui est l'activité qui nous réunit aujourd'hui. Encore que voilà, un icône vétérinaire, il y a quelques impacts aussi sur tout ça. Des webinars régulièrement. Là, j'ai à peu près trouvé mon rythme, une 10-12aine par an, parce qu'il y a plein de choses à partager et à vous raconter. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez peur comment dire, de rater un webinar ou si vous voulez être sûr de ne pas les rater, parce que des fois on peut être en vacances, occupé. Bonjour Sarah, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Je les mets maintenant aussi en podcast. Alors, parfois, ça perd un peu à la description parce que c'est quand même fait quelque chose pour être une image, mais je sais qu'il y en a qui aiment plutôt ou qui ont plus de temps en déplacement que pour regarder des films. Donc, vous pouvez aussi aller jeter un œil là-dessus. Le prochain webinar, pour une fois, là, j'ai un peu plus d'avance, donc il a été préparé dans les temps. C'est un webinar qui va concerner la pet tech et la pet food, puisque j'ai la grande chance d'être invité à deux événements organisés par l'industrie de l'alimentation animale. Le Vet Symposium de Royal Canin, où a priori, de ce que j'ai compris du programme, il y aura des chouettes révélations sur des outils intégrant l'IA pour dépister précocement le diabète. Je suspecte que c'est ça qu'on va nous annoncer, et puis d'autres choses certainement intéressantes. Et puis carrément intégralement consacré à la santé animale et aux technologies, le Global Summit 2025 de Purina qui aura lieu aux États-Unis, où là, voilà, je pense, Purina va dévoiler un peu plus sa gamme Petivity qui était un peu présente au VMX. Donc, je vous mets là aussi dans le chat le lien d'inscription pour ce webinar, puisque cette fois-ci, il est prêt en avance. Et enfin, pour finir, avant de commencer, ça vous a laissé le temps d'arriver. On est presque déjà une trentaine en live et vous étiez un peu plus de 100 inscrits. Le groupe WhatsApp qui en fait a quelque part a généré ce webinar puisque c'est dans le groupe WhatsApp que Nourdine a découvert certains outils lors de mes retours sur certains événements.
a voulu les essayer et puis ensuite est devenu un peu un expérimenté de l'usage de ces outils, puisque la dernière fois, il nous a fait des commentaires dans le groupe et du coup, j'ai été le chercher en message privé en lui disant, mais en fait, tu voudrais pas nous en parler un peu plus parce que je pense que ça pourrait intéresser du monde d'en savoir plus sur tout ça. Donc, quelque part, voilà, c'est la génération de contenu par les usagers, c'est l'effet waouh et génial de ce genre de choses et de rencontres. Donc, comme je vous l'ai dit, un tour d'horizon de certains outils de monitoring. Donc, ces outils, souvent, où est-ce que j'ai des pistes sur des salons comme le CES pour tout ce qui est santé animale, mais depuis, je dirais, 2 ans, il y a vraiment un tournant de ce Consumer Electronic Show qui se déroule à Las Vegas, où il y a de plus en plus d'initiatives santé animale. On voit que c'est un marché qui commence à intéresser la tech de plus en plus, passer un stade de maturité en santé humaine. Je dirais qu'il y a des choses qui peuvent arriver chez nous. Et puis, bien sûr, le VMX, qui est un lieu vraiment spécifiquement vétérinaire avec une énorme exposition commerciale. Et donc, la possibilité là aussi de découvrir des outils en avant-première. Alors, avant que parfois ils viennent chez nous. Alors, parfois, faut faire l'effort. Hein. Nourdine, je pense que tu nous réexpliqueras comment tu t'es approvisionné parce que c'est pas distribué en France facilement ce genre d'outils. Alors peut-être ce genre de webinaire donnera des idées à nos distributeurs en se disant bah, j'avais pas saisi qu'il y avait un marché. On en rediscutera et je vais commencer peut-être par j'appelle ça le père des radars Doppler vétérinaires et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, la première fois que j'ai vu cet objet, il était beaucoup moins sexy que ça. C'était un espèce de truc en mousse qui avait été imprimé plus ou moins avec une imprimante 3D, donc c'était très très roots. Et c'était tout simplement il y a 3 ans quasi des étudiants en fait vétos qui se présentaient dans le cercle des startups du VMX et qui avaient fait un prototype avec dans l'idée de se dire on voudrait un outil qui nous permette de surveiller les animaux hospitalisés sur différents paramètres sans que ce soit trop contraignant. Et donc cet outil-là, la promesse, et je vous avouerai que la première fois que je l'ai vu, j'y ai cru à moitié parce que technologiquement, je ne maîtrisais pas moi-même comment ça pouvait marcher. Et peut-être c'est le prochain outil dont tu vas t'équiper, Nourdine, parce que je sens déjà la curiosité présente. Donc, c'est le Vet Guardian. Ils ont exposé la première année donc, au cercle des startups avec quelque chose d'un peu roots. La deuxième année, ils avaient un vrai stand. Et la troisième année, ils étaient rachetés par une boîte, en fait. Donc, comme quoi, ils avaient vraiment trouvé un truc. Donc, le Vet Guardian, comment ça marche? C'est un système d'ondes Doppler basse consommation qui va en fait rebondir sur l'animal qui est dans la cage et être en mesure de capter des informations comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et également la température par thermographie, tout en filmant l'animal. Voilà, donc c'est un tout en un. Donc on met ça devant la cage à une cinquantaine de centimètres sur un trépied, en tout cas un objet. Et en fait, les ondes Doppler, faut imaginer ça un peu comme la chauve-souris qui balance ses ondes et qui les récupère. La capacité des ondes Doppler, en fait, à récupérer des micro-mouvements. Donc, quand on dit micro-mouvement, la respiration n'est pas un micro-mouvement, en fait, c'est un mouvement macro. Hein. Nous-mêmes, à l'œil nu, on pourrait voir une cage thoracique se gonfler, se dégonfler. Donc, là, on voit bien comment ça marche. Et donc, ces technologies de radar Doppler vont être même capables de capter le trill cardiaque, en fait, hein, voilà, sur l'animal. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des données hyper intéressantes comme la fréquence cardiaque ou la fréquence respiratoire sans toucher l'animal, ce qui est assez fascinant, moi, je trouve. C'est pour ça que j'y avais à moitié cru au début quand ils ont raconté ça. Donc, si vous avez je reprends le fil, là, je vois qu'il y a encore 2 monde qui est arrivé, des questions, surtout, vous les posez dans le chat et puis on les traitera après. Donc, voilà un peu l'ancêtre des radars Doppler vétérinaires, le premier, en tout cas, que moi, j'ai pu voir. Et en fait, il a fait des petits. Il y a eu la famille et ça s'est vraiment présenté en particulier cette année avec 3 initiatives similaires dans l'approche technologique, on va dire, pour simplifier, dont une présente au CES et pas au VMX, donc ça veut dire vraiment sur un salon grand public,
Je pense à Potosense en particulier, donc qui est une solution qui initialement est faite pour comment dire, pour les humains. Et qui ils se sont dit, bah, en fait, s'il y a un marché pour les humains, il y a un marché pour les animaux. Et vous voyez sur cette photo de gauche ce chien qui est dans une cage et il y a un espèce de petit boîtier noir qui fait exactement le même boulot que le Vet Guardian que je vous ai montré. En tout cas, qui promet de le faire. Après, je les ai pas testés, donc j'ai pas de banc d'essai pour savoir s'il y en a un qui est meilleur que les autres. Euh, le iPad Suite qui était et Waldar, iPad Suite était également présent au CES, donc une solution taïwanaise de mémoire avec cette espèce de panier et dedans pareil un espèce de boîtier qu'on peut mettre contre le panier et qui va être en mesure de capter ces ondes radar Doppler et de renseigner sur le même genre d'informations de monitoring fréquence cardiaque, fréquence respi. Et puis le tout dernier qui était lui présent, il voulait vraiment se lancer au CES et au VMX. Donc, c'est typiquement les rencontres de janvier chaque année où, en gros, on croise des gens, on dit, bah, on se revoit dans 15 jours à l'autre salon. Et donc, Waldar, de Waldopet, vous pourrez aller chercher en ligne hein, les références, qui fait, voilà, qui ressemble vraiment beaucoup au Vet Guardian, avec peut-être une petite différence, c'est voilà, le fait de proposer d'emblée un petit écran de contrôle qui est peut-être plus facilement consultable qu'un ordinateur ou une appli, ou en tout cas c'est complémentaire. Il y a une petite différence, mais en gros sur la tech, ça se vaut de la même façon. Donc l'idée générale, c'est un boîtier devant ou au contact d'un animal qui va être capable de collecter certaines informations, fréquence cardiaque, fréquence respi, pratiquement pour tous, puisque c'est basé sur cette différence d'onde, et puis température pour certains par thermographie ou autre façon de faire, et vidéo pour le Vet Guardian qui a cette qualité en plus, je dirais, de pouvoir filmer l'animal avec, on en parlera à la toute fin, c'est ma conclusion, des petites choses qui viendront aussi de ce côté-là. Donc ça, c'était pour du monitoring, je dirais, cardio-respiratoire sans contact. Il y a d'autres outils avec contact, mais là, j'en laisse une partie à Nourdine qui vous en reparlera. Je voudrais parler d'un autre outil, alors peut-être pas d'un usage commun pour tout le monde. Là aussi, ils étaient présents pour la deuxième année consécutive au CES, ouais, je crois, c'est ça. Donc dans la délégation coréenne, hein, les Coréens, vous le savez si vous me suivez, c'est quand même des gens qui font pas mal de choses en e-santé animale. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir ce casque. On voit voilà entre le casque de 2024 qui était un petit peu un morceau de V-Trap avec deux trois électrodes dessus, et puis le casque 2025 qui a bien gagné en design et probablement en fiabilité. Donc l'idée de Brain New, c'est de mesurer un électroencéphalogramme et de monitorer la qualité d'une anesthésie générale à travers cet électroencéphalogramme en le donnant accessible à plus de gens, avec bien sûr de l'intelligence artificielle qui va un peu interpréter les signaux pour faire ça. Une discussion intéressante avec les fondateurs de cette société coréenne sur le fait qu'ils ont collecté déjà beaucoup de données et qu'ils commencent à entreapercevoir des vraies prédispositions raciales sur la réaction à l'anesthésique, donc des choses qu'on a tous un peu en tête quand on a été praticien, de se dire ah, ces races-là, ça dort pas bien ou j'ai du mal avec celui-là. Ils arrivent en fait à le revoir avec l'angle de collecte de ces ondes d'électroencéphalogramme et parfois faire une anesthésie un peu plus personnalisée en fait. Donc c'est assez intéressant pour ce point-là. Côté cardio-respiratoire, je reviens à d'autres outils qui peuvent être utilisés, alors qui ne sont pas disponibles immédiatement en France, mais là peut-être aussi ça peut donner des idées d'aller les chercher. Je pense à Wisapet de Sparsound, qui est un stéthoscope qui va lui collecter des bruits cardio-respiratoires. Donc là, il faut quand même toucher l'animal et qui va surtout pouvoir en dépister des stades. Il va des stades de maladies valvulaires dégénératives ou de CMH chez le chat, en tout cas, MVD chez le chien et CMH chez le chat, qui va pouvoir vous donner des stages. Alors, c'est prévu autant pour les propriétaires que pour les vétérinaires. Donc, ça veut dire que là aussi, peut-être le but de ce tour d'horizon, c'est d'ouvrir un peu les chakras de ce que c'est que le monitoring, d'imaginer que, bien entendu, nous, on le voit en clinique, et c'est logique, on est vétérinaire, mais qu'il est possible que ce monitoring se déporte un peu aussi parfois à la maison. Je pense que tu vas là aussi nous en parler, Nourdine, avec le capteur de glycémie connecté qui fait le travail à la fois en clinique, mais qui continue à le faire aussi une fois que l'animal est rentré chez lui.
Suivi cardio-respiratoire, on peut aussi avoir d'autres outils qui peuvent servir. Je pense en particulier à un collier comme le Minitails de Invoxia, qui va avoir la possibilité, là aussi potentiellement clinique, mais aussi potentiellement à domicile, de capter des éléments d'activité cardio-respiratoire, mais aussi des éléments d'activité tout court. Donc là aussi, c'est intéressant, la possibilité de dépister de monitorer un animal en continu, enfin plus ou moins en continu parce que la captation n'est pas permanente, on pourra en reparler si vous avez des questions, pour pouvoir voilà, suivre l'animal à la fois en clinique et hors clinique. Je reviens sur le Smart Sound, j'ai une diapo qui a sauté d'endroit, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà, la possibilité de mettre un stade de cardiopathie et la possibilité alors, je vois que Claude envoie des bonnets pour tricoter. Et génial, merci pour le témoignage, Claude, c'est super. Donc, Claude qui nous dit, voilà, vous voyez dans le chat que à l'Université de Montréal, les bonnets pour placer les électroencéphalogrammes sont tricotés main, en fait. Donc là, c'est top, à la fois pour le design qui est sur mesure certainement, et puis pour le côté éco-responsable qui est certainement parfait aussi. Donc, bravo pour l'initiative à nos collègues de l'Université de Montréal. Euh, pour les mesures en hospitalisation ou à domicile, il existe aussi d'autres types d'outils que je voulais vous montrer. À la fois des matelas connectés. On voit les Italiennes Carpet qui ont un matelas alors qui est plus prévu pour le domicile, mais qui peut aussi, à mon avis, fonctionner en clinique, avec la capacité à capter comment dire, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et voilà, la qualité de sommeil, on va dire. Donc là, pourquoi pas des choses comme ça en hospitalisation pour avoir aussi une autre façon de monitorer l'animal de manière peu invasive, puisqu'en fait, voilà, il se couche dessus. Et puis voilà. Bon, après, il faut, si c'est un chat qui est un peu difficile, qui veut pas se coucher là, on n'aura pas l'info. Si la cage est trop grande, enfin, ça peut dépendre de pas mal de paramètres, mais on a aussi ce type d'outil qui peut capter. Et enfin, un dernier outil en canine que je voulais vous montrer, c'est le DINBIT. Ce sont des Espagnols qui sont venus plusieurs fois à des événements tech, qui eux aussi ont ce collier, enfin ce capteur, ce harnais en fait, qui a la possibilité de capter fréquence cardiaque, fréquence respi, température également, pour voir aussi la position de l'animal, voilà, typiquement pour surveiller un réveil, quand on sait très bien que quand l'animal commence à être en position sternale, c'est plutôt bon signe, on va dans le bon sens par rapport au réveil. Et donc, ça dépiste ce genre de choses. Donc, voilà, ceux qui veulent peut-être faire des essais ou prendre contact, voyez avec les Espagnols de Dinbit Uno. La première fois que je les avais vus, c'était au Mobile World Congress de Barcelone, je pense en 2021. Ils étaient là en mode startup avec juste quelques capteurs et pas grand-chose. Puis petit à petit, ils sont développés. Je ne les ai pas revus depuis quelques temps. Et après, voilà, on sait que pour le monde des startups, en ce moment, c'est parfois pas facile. Donc, je ne sais pas exactement où ils en sont dans leur développement. Je voulais vous parler pour finir en quelques mots d'autres domaines, parce que là, je suppose que la majorité de ceux qui sont là pour voilà, des systèmes de monitoring en hospitalisation canine et féline, on va dire, en tout cas animaux de compagnie. Il existe aussi des dispositifs pour les animaux autres que les chiens et les chats. Donc, bien sûr, Novostable, qui est voilà, le champion français du monitoring pour les chevaux, basé sur la computer vision, hein, c'est-à-dire des caméras de surveillance qui vont observer le comportement du cheval dans sa stabulation et pouvoir repérer des comportements inhabituels. En particulier, bien sûr, on imagine bien en situation de poulinage ou pour dépister des coliques, des choses comme ça. Ça se développe très très bien. Ils étaient présents au CES également et ils sont en pleine tournée, ou ils sont peut-être revenus, mais ils étaient en tournée aux USA pour déployer leur modèle de manière plus importante. Donc ça, c'est assez prometteur. Je vous ai parlé d'images, mais le son aussi est quelque chose d'intéressant. Et donc, je voulais vous citer cet exemple-là, alors qui n'est pas vraiment en hospitalisation, mais qui est du monitoring quand même, avec l'initiative SoundTalks pour surveiller les porcs, en fait, qui marche plutôt bien aussi, avec une capacité, avec un simple micro, alors simple entre guillemets, il y a un peu de boulot autour de l'outil, qui pend au-dessus de certaines cages, donc qui peuvent être aussi des cages d'isolement et d'hospitalisation, et qui va analyser les bruits respiratoires, les toux, voilà, ce genre de choses. Alors,
je vois qu'on a un témoignage d'Inbit, donc on en parle après dans les questions. Merci pour le témoignage. Donc pour revenir sur Somtalk et les ports, donc dépistage précoce des problèmes respiratoires, des troubles respiratoires, et même les dernières évolutions étaient vraiment super intéressantes d'un point de vue scientifique, puisque la typologie de la toux arrivait même à orienter vers le pathogène en cause. Donc c'est vraiment première fois, pareil, moi je suis toujours un peu sceptique de prime abord. Première fois qu'ils nous ont présenté ça, j'étais un petit peu, ouais, bah, montre-moi que ça marche. Et c'est vrai que les retours ont l'air plutôt intéressants. Et pour finir, là aussi, un champion français. Donc, ouais, là, on n'a pas trop à rougir sur ce qu'on arrive à faire en France sur certaines choses. iHeard, qui est un système de caméra fixé au plafond des tables ou de hangars, en tout cas, où il y a des vaches, avec la possibilité vous voyez un peu sur l'image, de taguer chaque vache. Elle va être reconnue à partir de ses tâches, en fait, tout simplement. Et puis ensuite de la suivre. Donc, quelque part, là aussi, un monitoring en continu de cet animal-là, de chaque animal, pour savoir sa quantité de mouvement, également ses réflexes. Et de la même façon, je ne l'ai pas présenté là, mais j'aurais pu le mettre. Il existe des dispositifs qui sont présents en salle de traite avec des caméras au niveau des appuis, en fait, des aplombs, et qui vont pouvoir analyser, en fait, et dépister les problèmes de pododermatite, en fait, chez les bovins. Il y a des choses qui ont l'air de marcher plutôt pas mal, quoi. Donc, je vois qu'il y a des questions. Comme je vous ai dit, on traite tout ça après, mais continuez à les poser. On y reviendra. C'est assez intéressant. Et puis voilà, donc moi j'ai fait un petit peu mon tour, je vous ai montré des choses pour vous donner des idées. Donc comme je vous ai dit, hein, tout sera disponible en replay si vous voulez reprendre des noms pour aller sur leur site et dire je suis français, je voudrais faire des essais, et peut-être pourquoi pas faire un webinaire de témoignage dans, dans quelques temps, comme Nourdine, à qui je passe la parole, qui va se présenter, vous montrer comment il a mis en place deux outils qui sont à son niveau visiblement utile. Et donc là aussi, j'attends vos questions. Et Nourdine, je te passe la parole. Un grand merci. Bonjour à tous. Je suis Noureddine Kolelat. Je fais partie des vétérinaires de toute urgence. Avec certains de mes associés, on a piloté pas mal des structures. Aujourd'hui, je dirige la clinique d'Aix-en-Provence, qui est la clinique encore aujourd'hui la plus importante du groupe, en attente de se faire détrôner par certains des projets plus récents dont vous avez certainement entendu parler. Un petit point de contexte pour commencer, pour vous dire un petit peu ce que c'est vétérinaire de toute urgence et vous expliquer pourquoi on est allé vers ces outils-là. Avant de vous présenter les deux outils donc, que Grégory vous a évoqués, et faire un petit point de feedback là-dessus. V2DU, qu'est-ce que c'est? Pour vétérinaire de toute urgence, donc c'est des cliniques dédiées aux urgences. On fait que du out of hours, donc on est ouvert nuit, week-end, jour férié pour les urgences uniquement. Pas d'antiparasitaire, pas d'aliments, pas de vaccination. On fait que des urgences. En référé, nos vétérinaires référents sur les zones sur lesquelles on a implanté nous confient leurs urgences pour dormir la nuit et prendre des week-ends tranquilles. Les cliniques sont fermées la journée, donc on fait vraiment que le out of hours. On a deux modèles de cliniques, celles qu'on appelle standalone, qui sont des cliniques qui sont isolées, sur lesquelles on n'a pas de partenaire, ou les cliniques next to hospital, comme celles comme le modèle lyonnais ou à l'Isle-Adam, pour lesquelles on arrive à former avec nos partenaires des CHV, Andlivet ou Evolia, pour n'en citer que deux, mais ça va être le cas où on a aussi un partenaire hospitalier à Clermont-Ferrand avec Vetovalia, et dans le 20e avec UCV plus récemment. On a une forte culture de toutes les cliniques sur l'hospitalisation. On hospitalise beaucoup d'animaux. On n'a pas la prétention de faire de l'ICU comme des spécialistes. En revanche, le soin intensif, la réanimation, ça fait partie de notre quotidien. Et donc, cette forte culture de l'hospitalisation nous emmène sur l'utilisation de nouveaux outils, nous emmène vers le progrès technique et se tenir un petit peu au fait de ce qui se passe, grâce à Grégory notamment, et aux pépites qui nous ramènent de ces congrès. Et on a donc, par notre activité, souvent des soins qui vont être un peu lourds, qui vont être fréquents, où on va avoir nos animaux régulièrement, et l'équipe est vraiment dédiée à une bonne partie de l'activité, notamment sur le week-end, aux animaux hospitalisés. Et donc on déploie pas mal de moyens. Alors on ne va pas détailler tout ce qui est matériel DD et matériel et moyens humains. En revanche, on va parler des deux exemples de matériel qui nous intéressent aujourd'hui, et qui nous emmènent un petit peu dans, OK, c'est quoi le futur de l'hospitalisation pour des cliniques qui en font beaucoup? Ça peut être le cas en CHV, mais finalement, dans une clinique d'urgence, on hospitalise beaucoup et on fait beaucoup de soins
intensif. Le premier instrument, c'est ce petit Wemo, le petit dispositif bleu que vous voyez sur le chat. Donc c'est un système de monitoring sans fil. On va capter uniquement 3 paramètres, mais c'est dans le même scope que ce que le VetGuardian fait, c'est-à-dire fréquence cardiaque, respiratoire et température. C'est très compact, c'est vraiment tout petit comme dispositif. On le positionne sur le patient après avoir tondu, au niveau de la jonction thoraco-abdominale. Ça peut être en sternal, ça peut être sur le côté. De l'usage qu'on en a fait, il se trouve qu'ils sont plus confortables et ils les enlèvent moins facilement quand on le met sur le sternum. C'est assez pratique, on récupère les infos via le téléphone, tout simplement. On connecte le dispositif au téléphone via une application dédiée et on exporte toutes les informations. On peut les faire des captures d'écran, les récupérer par mail. Nous, on fait pas mal de suivi sur des animaux qu'on peut faire toutes les heures, par exemple, sur des cas particuliers. On va récupérer ces infos-là, c'est un gain de temps colossal. Et on a 2 cas, finalement, sur lesquels on va les utiliser de façon préférentielle. Tous les animaux qui sont en oxygénothérapie ou dès lors qu'ils sont en box et qu'on ouvre le box, en fait, on désature complètement le box et de 80, 85, 90% d'oxygène dans le box, il passe à 20% en 12 secondes et il faut une demi-heure, 3/4 d'heure pour que ça resature. Chaque fois qu'on fait des contrôles et qu'on ouvre le box, en fait, l'oxygénothérapie, elle est plus très efficace. Donc il y a un vrai sujet sur ces patients-là d'arriver à les monitorer. En gagnant du temps, certes, mais aussi en gagnant un petit peu en fiabilité plutôt que de se jeter de loin à travers les barreaux à travers la paroi vitrée de la cage, pardon. Et les animaux qu'on peut avoir dans le modèle du soin intensif, sur lesquels on a une perf, une CRI, une sonde de température, un capteur de SAT et ainsi de suite. Ces animaux-là qui sont dans les contextes de soins intensifs, ça permet de simplifier le monitoring, éviter d'avoir trop de matériel autour et de graviter autour du cas en collectant des infos de façon assez rapide et efficace. Donc voilà le petit dispositif et je vous présente Dexter. Quand Grégory m'a demandé de faire une petite présentation, je me suis dit allez, au premier patient sur lequel je l'utilise, je prendrai des photos sexy pour la présentation. Et donc oui, il fallait tondre pour poser le dispositif. En revanche, lui, il a été parfaitement coopératif sur la tonte, ça a été rapide. Et donc voilà, vous voyez, c'est assez compact. Il y a plusieurs systèmes d'application pour rentrer dans le côté pratico-pratique. Il y a des petits patchs autocollants qui sont, voilà, le petit bandage que vous voyez, qui sont précontournés à la forme du dispositif. Il y a d'autres systèmes pour les fixer, des systèmes de petites coques silicone qu'on vient poser par-dessus, juste en mode coque de protection pour le protéger des chocs. Il y a un autre système avec une petite bande élastique à scratch qui vient s'enrouler autour du patient avec une taille chat, une taille chien, qui sont des petits dispositifs de tenue qui n'existaient pas au tout départ et qu'ils ont déployés par la suite. Donc pour lui, c'était hyper simple, on n'a mis que l'autocollant, mais pour d'autres patients moins coopératifs, voilà, il y a d'autres systèmes pour le faire tenir. Hop, une fois qu'on l'a placé, on l'allume avec le petit bouton bleu que vous voyez là sur la façade et on va se brancher sur l'appli. Je vous ai fait quelques petites captures d'écran, c'est hyper simple à l'utilisation. Une fois qu'on a rentré le nom du patient et l'espèce, alors on peut avoir plusieurs patients en même temps si on a plusieurs dispositifs en stock. Donc on choisit le petit Wemo qui est le petit dispositif de gauche et on a assez rapidement une synchronisation entre l'appli et ce que lui envoie le dispositif. Et il nous sort, quasiment en temps réel, au bout de quelques secondes, une fréquence cardiaque, une fréquence respi et la température, avec un tracé ECG qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est pas, ça vaut pas un ECG papier, bien sûr, mais c'est pas l'objet. Hop, ça c'était une petite vidéo, je vais vous montrer en live ce que ça donne, mais on en a une autre après, sur ce que ça peut donner en action. Et après, vous avez là les exports possibles depuis l'application. Donc, il y a un export ECG et il y a un export journal d'événements.
avec l'intégralité du suivi patient. Ces exports PDF-là, nous, on ne les utilise pas particulièrement en hospice. On note toutes ces informations au fil de l'eau dans nos fiches d'hospitalisation qui, elles, après, sont transmises aux confrères référents et aux clients. Mais c'est pour vous illustrer que l'appli est quand même plutôt bien fichue sur toute la partie export d'infos et partage d'infos, et notamment pour les clients, ça peut être une piste pour aller un peu plus loin. Globalement, le coût est hyper compact. C'est vraiment pas très cher comme monitoring. Donc, quand je vous disais ça vaut pas un ECG papier, bah, ça vaut pas non plus un ECG papier. Donc, avec les frais de port et les quelques consommables, les scratchs là de adhésifs, on arrivait à moins de 250 € hors taxe à l'époque où on les a pris. On a fait le choix pour le moment de ne pas répercuter ce dispositif sur nos hospices aujourd'hui, notamment parce que le gain de temps qu'on a sur les cas particuliers sur lesquels on l'utilise est vraiment important. En gros, si vous faites rapidement de tête le calcul, vous comptez combien de temps une ASV passe à prendre une tempée, prendre une fréquence cardiaque et respiratoire. Quand vous allez voir des animaux toutes les heures ou toutes les 2 heures sur des créneaux de 12 heures d'hospitalisation, assez rapidement, on se rend compte que le coût du matériel est vite éclipsé par le gain de temps pour les équipes. Alors, je vois Patrick qui nous met qu'il est peu convaincu par le matériel. On est parfaitement d'accord sur le fait qu'il y a des aléas en termes de fiabilité sur la machine. Alors oui, Kevin, c'est la température de la peau. Ça dépend beaucoup des patients, pour te répondre là-dessus. Et si vous voulez, pour la partie fiabilité, parce que je pense que c'est ce qui vous inquiète, on y répondra à la fin. Voilà. Je vous ai mis les coordonnées du contact pour l'achat du dispositif. Il est allemand. Il parle très bien anglais par mail. Les échanges se font de façon très fluide. Au départ, c'est une boîte coréenne, si je dis pas de bêtises. Grégory, tu me confirmes? Oui, c'est ça, c'est des Coréens. C'est ça. Ils ont un distributeur donc allemand pour toute l'Europe. Le gars est très sympa et ça se passe très très bien. Et je précise au cas où, je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette boîte-là. Ni avec VDTU d'ailleurs, c'est juste pour partager. Il y a un deuxième dispositif donc sur lequel je passe aussi parce que pour moi c'est un vrai game changer sur le suivi glycémique du patient hospitalisé et pour les confrères qui font du suivi de patients diabétiques, c'est à mon avis un truc qui devient incontournable et qui change tellement la donne que ce serait dommage de s'en passer. Donc voilà, je vous ai listé, si vous avez une courbe de glycémie à faire sur un patient un jour ou si vous avez un DAC à gérer un jour, globalement c'est pour moi, c'est vraiment un truc qui est devenu incontournable. Quand on voit la galère que c'est de faire des glycémies répétées sur un patient, ou bien on lui scarifie les oreilles, ou on pose des cathéters héparinés qui finissent par se boucher, ainsi de suite, ce petit patch-là change vraiment la donne. Donc l'installation, c'est un petit patch qui doit faire 2,5 cm de diamètre qu'on pose avec un petit applicateur sur le patient. Et via une application comme le Vemo, vous allez avoir un suivi de glycémie et des relevés de glycémie régulier et à la demande. Ah oui, c'est le moment de me mettre la petite vidéo d'application. Donc, on a fait super, merci Grégory. On a fait une petite vidéo pour nos équipes, pour leur faire un petit tuto de comment ça s'applique. Il y a ce côté un peu intimidant du dispositif. Et donc, de mon côté, ça marche parfaitement. Ah bon? Ouais, c'est en cours, ça roule. Ok. Je sais pas si vous la voyez. Bon, apparemment, il y a des fans de freestyle. Là, ça diffuse chez toi. Ouais. Ça tourne. Chez moi, ça va pas. Voilà. Ok, bon. Super. Donc voilà, après une petite préparation simili-chirurgicale du site d'application, on a dans la petite boîte jaune qui s'achète assez facilement en pharmacie, mais maintenant on les trouve même sur Amazon. J'ai été surpris quand j'ai cherché la dernière fois. On va clipser le petit applicateur qui est dans la boîte sur le patch. Alors nous, pour qu'il le garde un peu plus longtemps, et j'ai vu que c'était une des remarques, on a tendance à mettre une paire de gouttes de cyanoacrylate, pas trop, parce qu'il ne faut pas noyer le bazar non plus.
mais ça permet qu'il le garde un peu plus longtemps et donc voilà, on appuie, ça a l'air intense comme ça quand on regarde la vidéo, mais la réalité, c'est que ça fait vraiment pas mal à l'application. C'est hyper rapide. L'aiguille, paraît intimidante, quand on la regarde, mais en fait, c'est pas, ça pose un capteur en sous-cutané. Il y a pas de réelle aiguille qui reste. L'aiguille, elle est enlevée avec l'applicateur et donc il reste une sonde métallique souple qui passe en sous-cutané et effectivement, ça part pas dans le thorax. On met un petit pansement par-dessus pour éviter qu'il se l'arrache, trop facilement quand nous, on les a hospitalisés. Et après c'est parti en fait, hein. C'est hyper rapide, à l'application. Il y a une phase en revanche qui est un petit peu plus longue, c'est, la phase d'après et donc là, Grégory, si tu peux remettre le Ouais. diaporama sur les Alors, captures d'écran de l'application. j'y retourne. Super. Là, voilà, je te laisse reprendre la main. Voilà, on se connecte sur l'application, bah, qui est disponible en store comme pour le Vemo. Il la scanne, directement depuis le téléphone et par contre, il y a une petite phase de calibration qui dure 1 heure. Alors ça peut paraître long, mais en réalité, ça passe vite, je vous le promets. Et dès qu'il a fini de se calibrer 1 heure après, bah, vous avez un suivi de glycémie. Donc, la courbe commence donc sur les captures que je vous ai faites là. C'est parti et au fil de l'eau, bah, il vous nourrit des glycémies répétées. Pour le capteur, par rapport à ce qu'on faisait, avant, de les rentrer en prod, on avait de la facturation pour les glycémies et donc on n'a pas eu la même approche, quand on l'a déployé que ce qu'on a eu pour le Vemo. Là, on le facture. En revanche, on a une facturation qui est globalement vachement, bah, plus compacte que ce que c'était quand on avait les cathés héparinés, qu'on faisait des glycémies, qu'on facturait à la gorgée. On a fait un forfait en fait où on a, une première ligne qui est la facturation du patch en lui-même. En gros, il s'agit du prix d'achat avec une marge très compacte, pour le «matériel» entre guillemets et une autre ligne qu'on a appelée application et suivi glycémie avec Patch Freestyle, où en gros qui correspond au forfait du temps passé, que ce soit de l'installation au suivi. Et donc ça nous fait un prix client qui sort à moins de 100 € TTC pour le suivi de nos patients sur les périodes d'hospitalisation sur lesquelles on va les utiliser. Pour rappel, dans la mesure où on fait que les urgences, en gros, on va les avoir nous sur des périodes de 12 heures à 24-36 heures grand maximum, sur lesquelles généralement, après derrière on laisse le patch, le patient repart avec le patch et le confrère peut continuer à faire le suivi. Lorsqu'on rentre le patch, quand on le synchronise avec l'application, le patch et l'utilisateur est lié à une adresse email. Donc en fait, en général, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on crée le compte avec le mail du client, ce qui permet au client d'avoir accès aux infos directement depuis l'application, depuis chez lui et ça fait partie d'un truc, enfin voilà, du partage, de l'info, de la data avec le client pendant l'hospit. Petit, silver lining, le fabricant du patch récupère les patchs, les trie et il les recycle et donc bah, petite pensée pour la planète, c'est un truc cool en plus. Et une petite conclusion, rapidement sur les feedbacks. Feedback équipe, que ce soit pour le Vemo ou pour le freestyle, globalement, le gain de temps pour les 2 est colossal et le confort, notamment en particulier pour le freestyle, enfin, il y a un saut quantique absolu entre, faire un suivi de glycémie comme ce qu'on pouvait faire à l'oreille, il y a, une dizaine d'années, on va dire. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui où en gros, on a le téléphone dans la main, on pense devant la cage, on est même assis en train de boire le café et on fait la courbe de glycémie du patient. Si on gère un DAC aujourd'hui, en CRI d'insuline, bah, on gère les débits sur la pompe, on n'a même plus besoin de le toucher, c'est assez fabuleux. La fiabilité est quand même plutôt assez cool en gain. Alors, je vais revenir sur les remarques qui ont été faites sur le Vemo. Ça reste un monitoring à, moins de 300 balles. Donc, c'est sûr que c'est pas un truc, qui va être d'une fiabilité absolue. En soi, la valeur exacte est pas particulièrement ce qui nous intéresse sur les patients sur lesquels on le positionne. J'ai pas besoin de savoir au BPM près ou au mouvement par minute près, où il en est. Ce qui m'intéresse, c'est la dynamique d'évolution des paramètres du patient. Mon OAP, qui commence à, 80, mouvements par minute en fréquence, ce que je veux, c'est qu'il tombe en dessous de 40 et ça, je veux voir le suivi. Qu'on le recontrôle après derrière, bah, c'est la limite entre la machine et l'humain et ça, Grégory probablement vous en parlera plus précisément, sur les sujets IA. Mais, ça reste un outil et il faut l'utiliser comme tel. Il faut en connaître les limites et les forces.
Et globalement, ce qui nous intéresse sur le Vemo, c'est d'avoir un suivi qui soit plus précis et plus rapide, tout simplement, et d'avoir ces systèmes d'alarme, ce qu'il envoie des notifications via l'application, dès lors qu'il y a un décrochage. Sur la fiabilité de la fréquence cardiaque, honnêtement, je pense que c'est plutôt assez chouette. La fréquence respiratoire, en fonction de là où est positionné le dispositif et probablement aussi en fonction du patient, il y a des petits aléas. Sur la température, ça reste la température de la peau qui est, pour la plupart des patients, sensiblement similaire à celle de la température rectale, notamment pour le patient en OAP. Dès lors qu'ils sont trop choqués, évidemment, il y a un delta. Et si vous mettez une lampe chauffante, un tapis chauffant, forcément, ça biaise un peu le système. La qualité de service en hospitalisation, vous l'avez compris, c'est le cœur de notre sujet et c'est ce sur quoi on a passé le cap sur ces gadgets. Et la transparence, mais notamment avec le freestyle vis-à-vis du client, c'est assez fabuleux. Le client, depuis chez lui, peut suivre la glycémie de son animal en hospitalisation et dans des cas qui sont particulièrement intenses pour nous quand ils sont en DAC. Pour les confrères qui ont une pratique plus classique, une courbe de glycémie, on l'a tous vu, il y a 3-4 glycémies sur la journée, ce qui est suffisant la plupart du temps, mais là, il y a un vrai gain en qualité de prestation sur ce sujet-là. Le feedback client, donc vous l'avez compris, on ne communique pas avec les clients sur le Vemo. En revanche, on communique sur toutes nos hospitalisations via les feuilles d'hospitalisation qu'on va exporter, que ce soit pour le référent ou pour le client. Ça fait partie des codes de notre pratique de l'urgence en référé, c'est que toute visite doit donner lieu à un compte-rendu de l'intervention pour le référent et pour le client. Et dans ces éléments de compte rendu, il y a tous les éléments des examens complémentaires et les éléments de suivi d'hospitalisation où on partage et un petit laïus sur le contenu de l'hospit, le déroulé de l'hospit, et les éléments de la fiche d'hospit qu'on a numérisé aujourd'hui pour avoir quelque chose qui soit le plus présentable possible. Et donc sur le freestyle, des retours qui sont hyper positifs clients, et j'ai vu quelques commentaires dans la conversation qui allaient dans ce sens-là pour ceux qui le connaissent. On a affaire à des clients qui piquent leurs animaux tous les jours, qui savent ce que c'est qu'un suivi glycémique. Ils ont compris pour la plupart ce principe-là du suivi glycémique. Et donc, d'avoir le patch et d'avoir en direct, entre guillemets, le suivi glycémique patient, en général sur des phases particulières, hein, c'est pas comme l'usage pour lequel il a été fait en humaine, pour les patients qui avaient besoin de suivi glycémique quotidien et régulier. Mais voilà, ça plaît beaucoup aux gens d'avoir aussi ce regard en direct sur ce qui peut se passer sur leur animal en hospitalisation, qui est quand même quelque chose qui est plutôt opaque de manière générale, où en gros, ils nous le laissent, ils ont abandonné leur enfant et ils n'ont plus d'infos jusqu'à ce qu'on décroche le téléphone ou qu'eux décrochent le leur. Et c'est fort anxiogène pour les propriétaires d'animaux. Ce qui est, voilà, pour ce cas typique du DAC chez nous, s'ouvre un petit peu ou en tout cas va au-delà de la communication directe qu'on peut avoir avec eux. Voilà pour moi, j'ai fait ma partie et je vais essayer de reprendre le fil pour répondre à toutes les questions. Merci Nourdine. Avec plaisir. Est-ce que je peux mettre ton email éventuellement, s'il y en a qui veulent te poser des questions Bien après sûr, pas de problème, Voilà. avec plaisir. Je mets à la fois les coordonnées de V2TU pour ceux qui veulent aller voir votre type de pratique et puis ton email. Donc merci, c'était voilà, très concret, très complet comme je t'avais demandé. Donc c'est parfait. Et moi j'ai une première question en attendant que peut-être certains en posent d'autres et puis après on y reviendra. C'est peut-être le seul truc qui m'a étonné parce que je m'étais mis en position de découvrir aussi, même si j'avais vu tes slides. Donc tu dis les gens suivent à distance et ça les rassure. Et est-ce que tu n'as pas quelques cas, parfois un peu en sens inverse, où tu as des gens qui en gros vous rappellent parce que ça ne baisse pas assez vite, parce que, enfin tu vois, est-ce que parfois vous avez l'inverse? Eh ben, bonne question. À ma connaissance, c'est pas arrivé encore jusqu'à présent. Ok. Touchons du bois, croisons les doigts. Non, mais on aurait pu avoir peur de ça en Carrément. fait quelque part. Donc, Carrément. finalement non. Ok, intéressant. Jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Je pense qu'il y a vraiment, il y a 2 raisons. Il y a d'une part le discours tel qu'il est construit, c'est-à-dire que, Oui. les gens savent pourquoi ils sont chez nous, ils savent pourquoi l'animal est chez nous. La complication du diabète acidocétosique, c'est, 100% de l'utilisation de notre page freestyle sur ces cas-là. Je m'interroge sur l'utilisation sur des chocs septiques, sur des hypoglycémies sévères, mais c'est des cas sur lesquels on arrive généralement à faire le suivi sans avoir besoin de passer par un monitoring qui est vraiment plus long terme. Oui. Donc non, jusqu'à présent, les gens
comprennent bien la situation et comprennent bien que ça ne va pas forcément être simple et que ça va prendre du temps. Et notamment grâce à toute la formation médicale qu'on a par ailleurs, qui est gérée par une des associées aujourd'hui qui s'appelle Marianne Cluzel, qui nous a fait pas mal de topos et progressé beaucoup sur les dernières années sur la prise en charge du DAC. On est en meilleure maîtrise du syndrome et notamment en meilleure compréhension des limites de l'insulinothérapie dès lors qu'il y a des gros déséquilibres acido-basiques. Et ça, c'est des choses qu'on sait expliquer aux clients maintenant. Donc, quand on a des difficultés, la plupart du temps, on sait pourquoi. Et donc, on arrive à communiquer pas mal en amont avec les clients. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense qu'on n'est pas trop emmerdé par les clients pour dire les choses clairement. Oui, je pense C'est qu'ils ont qu'on une sait leur communication. présenter les choses en amont, le discours est construit tel que, et ils sont sensibilisés pas mal aux problématiques de suivi glycémique. Ils ont déjà eu à gérer des courbes de glycémie chez leur vétérinaire, ça a été difficile, il a fallu adapter les doses d'insuline et ainsi de suite. Donc, on intervient souvent dans des états de connaissance importants du client là-dessus. Ok. Et pour dire la curiosité que ça peut générer et expliquer un peu la genèse de ces outils-là, moi j'avais découvert ça en 2019 en allant à Sydney plutôt pour des vacances, mais j'avais quand même visité une clinique féline et en fait j'avais été épaté parce qu'en fait ils avaient un placard entier avec une quinzaine de freestyle qui étaient dedans. Donc, du coup je regarde, je fais mais c'est quoi ça en fait? Donc ils commencent à m'expliquer et en gros ils m'expliquent que eux c'est même pas imaginable de traiter un diabète sans ça quoi. En fait c'est-à-dire ça fait partie de leur standard normal de gestion d'un diabète félin quand ça débute. On pose un Complètement. freestyle et puis voilà, c'est parti de ça. Et après avec quelques usagers déjà en France, hein, et c'est parti de ça. Et après, en 2021, un des premiers webinars Veto Network, c'était avec Emmanuel Gerbert du Griffe, en fait, que je salue si elle est là ou si elle voit en replay. Et de manière assez surprenante, donc sur la chaîne YouTube Veto Network, donc qui est hyper modeste, hein, qui n'a pas vocation à faire des millions de vues du tout, la moitié de l'audience de toute la chaîne, c'est cette vidéo-là sur ce capteur de glycémie. Et en fait, les gens qui mettent des remarques en dessous, c'est pas des vétos, c'est des clients. Donc voilà, pour ceux qui peut-être découvrent ce dispositif, même si je pense que ça commence vraiment à se démocratiser en veto, il y a vous, même si vous ne savez pas que ça existe, vos clients peuvent savoir que ça existe, voire peut-être même le réclamer, quoi, en fait. Donc, je sais pas si toi, d'ailleurs, la question que je me posais, c'était, puisque vous faites la nuit, en fait, vous gérez l'animal, et après, donc vous le rendez à son propriétaire qui va revoir son vétérinaire traitant, du coup, avec le capteur. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des consoeurs confrères qui ont découvert cet outil-là quand vous avez commencé à les utiliser ou qui, enfin voilà, comment ça s'est passé? C'est probable, j'ai pas en tête de retour de confrères avec des questions sur le dispositif. D'accord. Et comme on fait aujourd'hui, on crée les comptes de suivi de glycémie sur les mails des clients. En fait, c'est les Oui, clients c'est eux qui ont qui voient. directement le suivi glycémique. Donc ça, Oui, oui. après, ils peuvent le partager avec le confrère. Et la plupart du temps, alors le patch est prévu pour pouvoir être laissé, alors sur un être humain, hein, j'entends, une quinzaine de jours, je crois 14 jours de Oui, c'est mémoire. ça, 14 jours. Bon, moi je les ai jamais vus utiliser aussi longtemps que ça. Non plus. Je pense que quand ils vont mieux, ils l'arrachent, hein, tout simplement. S'ils les gardent 24 heures pour une courbe de glisse, c'est cool. Nous, en DAC, on les voit sur des périodes assez courtes. Après, derrière, les confrères, ils n'ont pas forcément l'utilité de le garder aussi longtemps, sauf cas particulier. Ouais. Donc, on a eu assez peu de... Enfin, je dis, je crois pas avoir eu de retour confrère sur le sujet. Après, si ça a fait des émules dans les Tant cliniques autour mieux. de chez nous, super cool. Super cool. C'est génial de pouvoir partager des éléments comme ça et surtout un game changer absolu pour moi sur le suivi du patient Ouais. glycémique. C'est fabuleux. Non, mais c'est chouette. Je vais reprendre les questions. Alors, question aux remarques, il y avait un retour d'expérience de Sébastien Breton. Salut Seb, qui est un pionnier, un défricheur aussi dans le domaine du numérique, qui a visiblement testé le Dinbit Uno et qui dit voilà que faire tenir les électrodes, c'était un défi, que le chien opéré en urgence la nuit se relève, il déconnecte les électrodes et du coup, à distance, on voit un ECG place qui peut faire flipper, ce qu'on comprend bien. Et effectivement, c'est assez intéressant cette remarque-là, et c'est pour ça que moi je crois beaucoup aux dispositifs légers, on va dire. Le Vemo, voilà, il n'y a pas ce côté harnais comme ça a l'air de bien coller. Je suppose que de temps en temps, il peut y avoir peut-être des épisodes où ça se décolle, et voilà, et ça peut arriver. Mais les objets sans contact complet, en fait, type les Dopplers, ça par contre, je crois que vraiment ça. Tu as déjà eu comme ça des cas sur le Vemo où ça se décolle complètement et on flippe un peu parce qu'on n'a plus aucun signal? Alors, flipper, non, parce que il y a toujours du Oui, monde à vous êtes côté. devant. En revanche,
enfin, je résumerai en disant que c'est coopération patient-dépendant. Oui, on résume. Ouais, les chiens ont tendance à mieux le tolérer et évidemment le patient en ICU qui est en décubitus latéral et qui, lui, il est branché de partout. Ceux-là sont pas les Oui, plus difficiles à gérer, quoi. bien Donc non, sûr. le chat en OAP qui a vraiment du mal à respirer et qui Mmh, tolère rien, évidemment, c'est plus compliqué. Mais dans ce mmh, cas-là, on revient à nos méthodes de suivi un peu plus classiques, même si on se rend bien compte qu'on y perd un petit peu oui. sur la qualité de la presta. OK. Question de Laurent. Salut Laurent. Est-ce que ces startups font toutes des essais cliniques validés qui permettent d'avoir une fiabilité scientifique? Alors la réponse est clairement non. Et après, il y a de tout. Il y a des entités très axées sur la science et qui vont effectivement assez rapidement pouvoir publier parfois même des essais, hein. Et puis il y en a d'autres, bon, voilà, on a un dispositif. Je rejoins un peu Nourdine sur ce qu'il dit, c'est-à-dire que je ne sais pas si le Vemo a beaucoup d'études sur le chien montrant la fiabilité parfaite avec un double contrôle avec des outils habituels. Après, moi j'ai tendance à dire tant que c'est à peu près fiable dans le fait de voir que ça respire et que le cœur bat, c'est déjà un progrès. Ça ne veut pas dire il faut pas rechercher la perfection scientifiquement. Et je pense qu'effectivement c'est vraiment un dispositif pour surveiller. Je crois moins un dispositif. Je crois que tu reposes la question après, Laurent, de est-ce qu'on s'en servait comme monitoring en anesthésie. Je sais pas si vous faites ça ou pas, ou s'il y en a qui font ça. Non. Euh, c'est Que peut-être d'autres le fassent, oui. Après, je le recommanderais pas, d'une part parce que, d'un point de vue hygiénique pur, je suis pas sûr que ce soit idéal, si jamais il est Mm. souillé et d'autre part parce que votre patient anesthésié, on a du monitoring plus précis qui va C'est pouvoir ça, être ouais. utilisé donc ça a moins de sens à mon avis, de se réconcilier avec les aléas du Vemo sur un patient en anest que sur un patient hospitalisé. Mm. Ouais, je pense effectivement, c'est que chaque outil a un usage et là, on est vraiment plus pour de la surveillance une fois que c'est dans la cage et qu'on veut bien surveiller sans avoir le nez dessus, quoi. Donc, Patrick, tu nous avais parlé de difficultés avec le Vemo, jamais réussi à le faire fonctionner ou très peu. Alors On bon, s'appelle? voilà, appelez-vous ou appelle le fabricant parce que visiblement, t'as peut-être pas eu de chance avec un mauvais lot, hein, ça peut arriver aussi. Mais c'est vrai qu'il y a Nourdine et quelques autres, je sais que ça fonctionne. Une question de Kevin aussi, c'est Kevin, bien rentré, j'espère. En Suisse, il s'agit de la température de la peau. Il parlait de fiabilité de la collecte de cette température. Je pense qu'à nouveau, la fiabilité, c'est la dynamique qui est peut-être la plus intéressante plutôt que la vraie, enfin une valeur unique. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Nourdine. Bah, je l'ai un peu répondu tout à l'heure. C'est effectivement la température de la peau qui est prise, hein, pas de question là-dessus et d'ailleurs, c'est spécifié dans l'appli, c'est skin temperature, avec les aléas que ça peut avoir. Tu as un patient choqué qui a d'autres préoccupations que d'avoir 38,5, au trou de balle, bah, il l'a pas non plus sur la peau donc on va mesurer des températures qui vont être inférieures et dès lors qu'on met un dispositif chauffant, pareil, bah, on va voir monter la température de la peau, ce qui ne veut pas dire qu'il va remonter en tempé. Donc, à nouveau, c'est un outil avec un tarif hyper compact. L'intérêt, c'est le suivi. Si on met des mesures de réchauffement en place, il faut pas, entre guillemets, «compter uniquement sur le Vemo pour faire le suivi température». S'il est choqué et qu'on sait qu'il est en hypothermie, bah, c'est logique aussi. Après, pour Dexter, typiquement, la température que vous avez vue affichée qui était de 33 ou 32 sur les captures que je vous ai faites, c'était, quasiment aligné avec la température rectale. Donc, il y a quand même un certain nombre de cas sur lesquels on peut être surpris d'avoir des choses qui sont à quelques dixièmes de points près, assez semblables. Donc sur la température, je suis moins critique sur la fiabilité de la mesure de température que sur la mesure de la fréquence respiratoire, qui est vraiment fort dépendante de comment on dispose, le système sur le patient. Ok, merci. Et donc je reviens sur le freestyle. Patrick demandait est-ce qu'un seul téléphone, il y a qu'un seul téléphone qui peut lire les données, c'est ça? Je crois qu'il y avait une restriction de ce côté-là. Ou Heu partager avec sur plusieurs supports. Je j'ai pas la réponse. Le Vemo, c'est très pratique, c'est très facile pour le coup, on peut avoir l'appli sur plusieurs téléphones et il suffit de lui D'accord. demander de se synchroniser avec le dispositif
Il Oui. faut être à proximité immédiate, je pense que ça passe par une connexion Bluetooth. OK. Et pour le freestyle, nous, on le connecte sur le portable qu'on utilise pour les animaux hospitalisés, sur lesquels on a les applis justement de ces dispositifs-là. Et le suivi patient après derrière suppose une synchronisation pour moi du téléphone avec la chip, mais je ne sais pas si on peut, rebrancher plusieurs téléphones. Un On a autre une téléphone réponse avec des ouais, limites, j'allais dire les clients font le OK. suivi après derrière, donc il ne doit pas y avoir de limite de ce côté-là. Non. Donc plusieurs tels OK, donc bah, merci, l'intérêt de réfléchir à tout ça tous ensemble. Je donne des tips en même temps parce qu'il y a quand même des usagers qui sont là pour partager. Hélène qui nous dit qu'elle fait acheter le capteur par les clients. Comme ça, s'il est défectueux ou perdu trop tôt, c'est eux qui peuvent demander le remboursement à Abbott, qui est le laboratoire donc fabricant. Et après, il y avait 2, 3 questions, évocations, suggestions sur des solutions spécifiquement veto, c'est-à-dire quelqu'un qui regrettait qu'il n'y ait pas de solution spécifiquement veto vu l'usage qui se développe de plus en plus et qu'on en soit à utiliser un dispositif humain avec d'ailleurs des effets de bord pas négligeables auxquels on participe. J'avais vu ça dans un article de presse. Il y a, pour ceux qui suivent l'actu de la glycémie, on va dire, en humaine, il y avait eu même des problématiques de manque de dispositifs de mesure parce que certaines tendances sur les réseaux sociaux faisaient qu'ils proposaient aux gens même qui n'ont pas de problème de s'équiper pour suivre leur glycémie à but de performance sportive, de bien-être, etc. Tout ça, enfin pas dans un but médical. Donc ça, plus les dispositifs utilisés par les vétos de plus en plus, il y avait eu des moments où il y avait des petites tensions sur l'approvisionnement pour les gens réellement diabétiques. Donc ce qui va dans le sens qu'il serait effectivement bon d'avoir une filière spécialement pour nous, quitte à, si un jour il y a vraiment des problèmes en humaine, leur prêter notre pathos, on va dire, comme ça a pu arriver Ils aiment pendant le pas trop Covid. ça généralement, hein. Non, mais bon, oui, mais quand il y a vraiment besoin, comme par exemple quand il y a une épidémie mondiale, ils sont bien contents de nous trouver, malgré tout. Et donc, oui, il existe des solutions. J'en ai vu une il y a 2 ans au VMX que je n'ai pas vu émerger. Et c'est dommage parce que il y avait un dispositif d'application qui était spécifiquement pour les animaux qui me paraissait plus ergonomique que celui du freestyle. Et il y avait un système d'admin qui était encore mieux pour suivre plusieurs animaux sur une interface admin sur ordi. Donc, c'était plus confort que le freestyle. Et j'ai vu également cette année au VMX, c'est un dispositif d'origine chinoise par une boîte qui s'appelle CGM, mais qui n'a présenté que des modèles à venir en fait. Donc oui, je pense que un jour ou l'autre, on aura un dispositif spécialement conçu pour la médecine vétérinaire, mais pour l'instant, à ma connaissance, c'est pas encore le cas avec des choses qui font exactement la même chose que le freestyle. Et je suis d'accord pour nous être usagers chez Anikoun Vétérinaire, c'est super et les gens sont très contents d'avoir ça et nous aussi et les chats aussi ou les chiens. Mais c'est vrai que sur les chats en hospice, alors je continue. Mais alors quelqu'un, oui, Hélène, bonne remarque sur l'usage possible aussi de la thermochip, hein, tout simplement sur le suivi post-op et là aussi avec une volonté de suivi dynamique de réchauffement, pas forcément de mesures précises de température. Je suis en train de voir. D'accord. Il y a des discussions dans le chat sur voilà comment il faut se mettre d'accord sur un code et un mail pour pouvoir partager ensuite les données du freestyle plus librement entre propriétaires et vétérinaires. Je pense qu'on a fait le tour des questions et on voit que voilà, c'est des sujets qui intéressent. En plus, vous êtes restés, on n'a pas eu de baisse du nombre de participants, ce qui veut dire que ceux qui sont là sont intéressés. Pour les autres, ou si vous voulez partager ça, je vous rappelle la disponibilité du replay d'ici, on va dire la semaine prochaine, le temps que j'arrive à faire ma petite manip pour vous mettre ça en ligne. Voilà, je vous remets le lien si vous voulez aller choper les replays, c'est par là. Avant de se quitter, juste 2, 3 petites choses. Vous projetez dans l'idée que là, on a parlé de monitoring beaucoup en clinique, même si on voit qu'avec le freestyle, on dérive hors clinique. Beaucoup de choses que j'ai pu voir lors des derniers salons, c'était vraiment lié à la computer vision, à ces caméras qu'on a un peu partout, hein. Il a déjà été repéré avec des caméras de surveillance domestique, des problèmes de santé. Alors des problèmes de santé plutôt aigus ou des maisons qui prennent feu ou des choses comme ça et qui ont déclenché des alertes. Donc sur l'aigu, c'est sûr que on pourra voir des choses. Sur le non aigu, il existe déjà des dispositifs vétérinaires. Je pense à Titi Kervet par exemple, qui à partir de simples vidéos vont pouvoir
commencer à dépister des problèmes de santé un peu plus diffus et un peu plus légers. Voilà, on pourrait imaginer aussi le vet guardian, il peut aussi être mis à domicile, hein, quelqu'un qui aurait un chien un peu fragile et qui voudrait le surveiller. D'ailleurs, ça existe aussi pour les humains avec ce même genre de dispositif pour surveiller des enfants qui ont des problèmes cardio-respiratoires, hein, par exemple. Donc, voilà pour ce genre de dispositif à surveiller. Probablement que dans quelques années, on fera un webinaire sur ce genre de sujet. Pour vous remontrer une image qui m'avait frappé, un dispositif vu au Consumer Electronics Show à Las Vegas avec des caméras qui sont dans les voitures embarquées et qui captent tout un tas de données de santé de manière incroyable, jusqu'à pouvoir dire, alerter le conducteur en lui disant vous avez un problème de santé de tel ordre juste parce qu'il y a une caméra dans la voiture. Donc, on va certainement aller vers ce genre de dispositif-là, à la fois pour surveiller l'aigu dans nos hospitalisations, mais aussi pour surveiller d'autres choses, probablement à domicile. Et puis, je disais à Nourdine, je sais, ouais, les coulisses, je disais que j'ai repris en fait ma slide de conclusion de ce que j'ai fait pour ChatGPT et j'ai pas changé grand-chose. J'ai changé les petits commentaires, mais j'ai pas changé les 3 mots, tester, s'équiper, partager. C'est exactement ce qu'on a fait là, enfin ce que Nourdine a fait, c'est-à-dire, et avec une boucle quelque part, c'est-à-dire moi j'ai partagé ce que j'ai vu, même si je l'avais pas testé. Lui, il a testé, il s'est équipé, il le met en pratique au quotidien, en tout cas régulièrement, et puis il vous le partage aujourd'hui. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe bien en innovation ou en recherche. Alors tout n'est pas parfait et on a bien raison et c'était bien les questions sur les aspects scientifiques purs et durs. Après voilà, faut arbitrer entre pure science et expérimentation et aspects concrets qui sont importants. Donc, je vous rappelle, si vous voulez partager ce genre de choses, je vous remets le lien. J'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient inscrits pendant le webinar. Pendant que tu parlais, j'ai été jeter un œil pour se retrouver, pour discuter. On est plus de 250 maintenant sur ce groupe WhatsApp. Et donc, je vous ferai en plus des lives depuis le Vet Saint-Pau de Royal Canin et merci Claude. Il y a eu un peu de boulot de Charlotte Hannon qui a fait la charte graphique. Et puis, donc, le Vet Saint-Pau de 14-15 avril, je vous ferai du live depuis là-bas pour vous révéler qu'est-ce que c'est que cette IA pour le diabète. Donc, directement sur le groupe. Et puis, depuis Saint-Louis, aux États-Unis, s'il me laisse rentrer. J'essaie de faire des commentaires gentils depuis, je sais que j'y vais. Là, ce sera vraiment un 48 heures dédié à la pet tech par Nestlé Purina. Et donc, là aussi, il y aura du live. Et il y aura également donc ce webinaire de synthèse des 2 événements Pet Food Pet Tech, on va dire, où le but, ça sera de vous dire ce que j'y ai vu. Alors, comme j'ai marqué, vous verrez quand vous vous inscrirez, je vous mets le lien là aussi. Quand vous vous inscrirez, vous verrez, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire, puisque le programme est parfois un peu allusif, mais je suis sûr qu'il y aura des trucs intéressants. Donc, rendez-vous voilà, le 15 mai, 12h30, c'est un jeudi, et on rediscute de tout ça. Un énorme merci. On serait dans une salle, je préfère la standing ovation à Nourdine, parce que je veux dire, il avait rien à y gagner à part perdre un peu de temps qu'il a précieux, je sais. Bon, le plaisir de partager, de rendre à César ce qui est à César, parce que c'est toi, Grégory, qui nous nourrit aussi des petites pépites que tu ramènes des congrès que tu fais. Donc, merci à toi et merci à tout le monde d'avoir suivi. Ouais, merci à tout le monde. Merci Nourdine de nous avoir bien montré tout ça. J'espère que ça donnera envie à certains comment dire, d'essayer. Donc, je vous ai mis, je vous le remets un coup, là, l'email de Nourdine, si vous vous dites, je pense à Patrick, là, qui avait voulu tester, c'était super, mais qui a un peu galéré. Peut-être refaire un deuxième essai. T'as peut-être pas eu de chance sur le premier lot. Et puis, donc, rendez-vous sur le groupe WhatsApp. Merci Pierre pour la standing ovation. Et puis, on se revoit du coup le prochain webinaire le 15 mai avec ces retours. Là aussi, pareil, si j'ai pu rentrer, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans notre monde incertain. Et merci à tous pour les commentaires, c'était super riche et on a passé, en tout cas moi j'ai passé un bon moment et j'espère que vous aussi. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci tout le monde.